Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Ce soir, dans votre émission Théma, crise sociopolitique au Mali, quel impact sur la vie des Maliens? Et pour en parler, nous sommes ce soir avec Dr Bakary Toumagnon, sociologue de la santé, spécialiste en santé publique internationale, promoteur de l'EHSP, École de hautes études en santé publique. Docteur Toumagnon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lisa, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Notre second invité est Dr Mahamadou Konaté, juriste, représentant de la plateforme Reconstruire Barani Yirwa. Dr Konaté, bonsoir et bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Nous sommes également avec Dr Etienne Fakaba Sissoko, économiste au CRAPES, Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale. Dr Sissoko, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et enfin, mesdames, messieurs, nous sommes avec Dr Modibo Soumaré. Il est le président du parti URP, Union des Patriotes pour la République. Dr Soumaré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Lissa. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Docteur Konaté, alors depuis bientôt un mois, il y a une crise socio-politique qui secoue sérieusement notre pays. Déjà, alors, à l'étape où nous en sommes, peut-on parler d'impact de cette crise-là sur la vie des Maliens, si oui, lesquels ou lesquels? Oui, je pense que il y a déjà un impact visible. Tout le monde peut constater que dans la ville, les populations sont plus inquiètes que d'habitude. Cette inquiétude se traduit par beaucoup de mesures qu'elles prennent, entre autres le fait que certains réchignent à utiliser plus librement les épargnes qu'ils ont faites parce qu'ils ne savent pas de quoi demain sera-t-il fait, parce qu'on parle de désobéissance civile, qui parle de désobéissance civile, parle souvent de blocage des routes, hein, de refus d'obéir aux instructions des autorités publiques, telles que la police et autres. Tout ça peut amener à bloquer économiquement une ville, un pays. Donc ce qui explique que certains déjà commencent à regarder plus sereinement et plus restrictivement leurs épargnes. Un autre aspect aussi, c'est que à cause des manifestations récentes, au niveau toujours du marché, hein, il y a des commerçants qui n'ont pas pu vendre leurs ressources comme à l'accoutumée. Sur le plan politique aussi, on peut le sentir, hein, il y a un vrai remous au niveau des quartiers généraux des partis politiques, ceux qui sont pour les manifestants aussi bien que ceux qui sont contre les manifestants. Je pense que vous savez qu'il y a de ce dernier côté une décision prise pour organiser une contre-marche en vue de soutenir ce qu'ils appellent la légitimité des institutions nationales. Sur le plan aussi social, les religieux, il y a eu beaucoup de mouvements qui ont été initiés par les organisations religieuses pour essayer de calmer la situation. Ceci les amène beaucoup plus à quitter les mosquées et les églises pour entrer dans les salles de politique ou les salles de pouvoir. C'est une façon aussi de montrer que l'air est grave et qu'ils sont obligés de faire attention sur l'état actuel de la nation. Donc il y a tous ces éléments-là que si on les met ensemble, on peut en tirer une conclusion, c'est que cette récente crise sociopolitique a vraiment ébranlé
toute la société malienne, les différentes couches de la société malienne. Merci, docteur Konaré. Docteur Soumaré. Konaté. Docteur Konaté, alors je vais vers docteur Soumaré. Alors l'heure est tellement grave qu'il y a une telle inquiétude au point qu'on ne veut même pas toucher alors, à ces réserves, à ces épargnes parmi entre autres impacts cités par docteur Konaté. Et pour vous, quel autre impact? D'abord, je voudrais souligner que ce n'est pas que la crise politique. D'abord, on a la crise sanitaire qui a suffisamment ébranlé les Mali, à l'instar d'autres pays du monde, depuis 3 mois. Donc, les aéroports sont fermés, les frontières sont fermées. Donc, l'économie en souffre, surtout l'économie d'un pays assisté comme le Mali. Et à côté de ça aussi, il est évident que les règles élémentaires de lutte contre la Covid-19 sont aujourd'hui violées partout, à tous les niveaux. Donc, et on sait que les personnels soignants qui est en première ligne, qui reçoit le plus de personnes à risque pour ces maladies, c'est encore plus exposé. Dans tous les pays du monde, on sait que c'est le personnel soignant qui est le plus exposé, qui fait le plus les frais de cette pandémie. À côté de ça, il y a aujourd'hui la situation. Nous sommes dans une sorte de mélange des genres. J'ai eu la chance de faire le 26 mars, étant membre fondateur de l'AEM. J'ai vu ce qui s'est passé. Les uns et les autres sont en train de mélanger beaucoup de choses. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir un secrétaire général d'un syndicat se comporter exactement comme un président du parti politique. Partout où il y a questions politiques qui sont présents, ils sont assis, discutent. Je crois qu'il est important aujourd'hui, plus que jamais, de regarder les choses en face et de mettre chacun à sa place. Évidemment, mon professeur vient de dire tout de suite, et quand les religieux, moi, quand on va sur mes pages, quand on regarde mon nom sur Google, je l'ai dit, répété depuis plus de 15 ans, 20 ans, que le religieux doit rester à sa place. Dans un pays où il n'y a pas d'arbitre, c'est bonjour le délégat. Donc nous sommes dans un pays où on tombe de Charib à Silla. Tous les jours, on va plus loin. Quand on s'est dit, il y a 2 ans, bon, vraiment on a touché le fond, mais 1 an après, on dit, mais on n'avait pas vu ça. Aujourd'hui, on est encore pire. Donc, c'est vrai, le droit de manifester est un droit consacré. Mais les conditions de destitution ou d'émission d'un président sont connus. Aux trahisons, aussi en cas de mort. Donc il y a un certain nombre quand même des choses qui peuvent corroborer à venir et qu'on peut mettre, bon, le président doit démissionner. À mon sens, je pense qu'on n'a pas ces conditions réunies. Donc je me dis, le droit de manifester étant consacré par la Constitution, quand on sort et qu'on est entendu, il y a un moment qu'il faut s'asseoir autour de la table. Nous sommes dans un pays où on a 17 jours sans gouvernement. Cela ne peut pas continuer. Moi, je suis membre de la majorité présidentielle. Je ne sors pas pour aller faire une contre-marche. Je l'ai dit là où je devrais le dire. Je le dis publiquement. Je pense que quand le peuple, en tout cas une partie du peuple est dans la rue, et le rôle du gouvernement, c'est de donner des réponses. Et le président, fort heureusement, a donné des réponses. En tout cas, des débuts de réponses. En proposant un gouvernement d'union nationale, en disant que l'article 39 par rapport à la condition des enseignants va être appliqué, et aussi en ayant reçu sa majorité et la CEDEAO, qui a fait une proposition. Donc il y a quelque chose sur la table. Il est important aujourd'hui que ceux qui pensent que voilà, ils sont le peuple, je le dis et je le répète, ils ne sont pas le peuple, ils sont une partie du peuple. Personne n'est sorti des cuisses de Jupiter et il est important qu'ils sachent que autant il y a des agitateurs dans les M5 RFP, autant il y a des agitateurs dans la majorité présidentielle. Nous, on est pour des questions qu'on peut régler autour de la table et vite. On ne peut pas continuer à faire cela. Il a dit, aujourd'hui, il y a des gens qui sortent le matin pour que la marmite puisse bouillir à 10 heures et qu'à midi, qu'on puisse manger. Il faut qu'on ait conscience de ça. Donc, quand on veut continuer à asphyxier le pays, c'est un pari
perdant, perdant. Donc il est extrêmement important aujourd'hui qu'on regarde les choses en face, qu'on s'assied autour d'une table. Après les 2 guerres mondiales, les uns et les autres ont été obligés de s'asseoir autour de la table, même les vaincus, pour discuter. Donc il urge qu'on s'assied autour de la table pour parler. D'accord, merci docteur Soumaré, docteur Toumagno. Alors cette crise, que nous révèle-t-elle sur nous-mêmes en tant que Maliens selon vous? Merci beaucoup Dissa. La dernière fois sur votre plateau, je vous ai expliqué que notre société est malade, notre pays est malade. Je pense que c'est important de comprendre cela. Et cette maladie, à un moment donné, il faut que les uns et les autres sortent de leur boubou, n'est-ce pas, enlèvent décident de prendre la distance avec leur position partisane et essayent d'être tout simplement maliens. C'est vraiment important. Donc, à la matière, je suis ni tel parti ni tel parti. Nous sommes des chercheurs, des sociologues, des économistes qui essayent de donner leur éclairage par rapport au pays. Et quand vous regardez, il y a la crise, c'est quoi? La crise, c'est une rupture d'équilibre. Une rupture d'équilibre entre les gouvernants et les gouvernés. Je l'ai expliqué la dernière fois, cette crise, c'est une rupture entre les intellectuels, les élites qui se sont conjugués avec une classe des affaires et qui ont gouverné notre pays et qui n'ont pas pu faire accéder, n'est-ce pas, et cette classe populaire dans les zones rurales, dans le Mali profond. Si vous prenez le temps de vous promener à l'intérieur du pays, notre pays est vraiment malade. Est-ce qu'on ne pouvait pas imaginer que la crise sécuritaire au nord pouvait avoir des répercussions au centre? Donc on pouvait, n'est-ce pas, et détecter ces signaux faibles et anticiper. J'ai écrit un livre sur la question de la crise, n'est-ce pas? J'ai dit dans ce livre, avec d'autres auteurs, que notre crise est une crise multiforme, pluridespace. Multiforme, une crise sécuritaire, une crise économique, une crise sociale, une crise écologique, mais aussi une crise de la connaissance. C'est-à-dire que dans notre pays, on a arrêté de penser. Beaucoup ont arrêté de penser à cause des positions partisanes. Donc, à un moment donné, le Malien que nous sommes, le citoyen que nous sommes, l'État-nation n'est plus, n'est-ce pas, l'objectif. Les gens, les individus laissent leur communauté, laissent leur appartenance religieuse pour s'acheminer vers la nation. C'est ce qu'on appelle la construction d'État-nation. Mais quand l'État n'arrive plus à protéger, quand l'État ne crée pas un cadre d'espace d'expression pour les individus, vous savez, les individus vont demander « je suis Peul, je suis Dogon, je suis Srakoli ». Ils vont retourner dans les secteurs qui les protègent. Donc, nous, les intellectuels, nous sommes étonnés de voir que les religieux guident. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le citoyen malien, il va aller où? Il va suivre ses religieux. Parce que l'homme politique ne fait plus d'unanimité. L'homme politique n'a plus de rêve. L'homme politique dans notre pays a échoué. Ce n'est pas une question d'individu, c'est une question de système. Cette crise d'ailleurs nous donne une opportunité formidable de changer notre pays, n'est-ce pas? Et je l'ai dit aussi sur votre plateau qu'il y a des signaux faibles. Il y a un changement qui s'amorce dans notre pays. Les gens ne le détectent pas. Je pense qu'il faut détecter ce changement et il faut aller de l'avant. Vous parlez d'impact. Pour moi, il n'y a pas d'impact pour le moment. On commence à avoir des effets. Des effets à 3 niveaux. Individuellement, on s'est dit comment ça va se terminer, comment je vais faire, etc. Donc au niveau individuel, c'est des effets. L'impact est un changement en profondeur. Il n'y a pas eu de changement en profondeur. En tout cas pour le moment. Donc soyons clairs, posons le débat. Et il y a des effets sur les organisations. Aujourd'hui, nous savons qu'à Bamako, le vendredi, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien, les gens, les commerçants ne sont plus là, les banques ne sont plus là. Donc, on commence à percevoir des effets. On commence à percevoir des effets au niveau des partis politiques. Les partis politiques sont en train de se positionner. Comment est-ce que ça va basculer à gauche ou basculer à droite? Donc, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on va construire notre pays. Il y a des conséquences au niveau national. Aujourd'hui, l'État-nation est à faire. Nous devons, le Maliba là, nous devons continuer, n'est-ce pas, à rêver de ce Maliba. Ce Maliba diminue de plus en plus. Ce Maliba, quand vous partez au centre, je reviens du centre, je vous l'assure, après Markala, vous êtes seul. Après Markala, vous êtes seul. Après le pont de Markala, c'est connu, tout le monde le sait.
Donc, à un moment donné, en tant que jeune, en tant que chercheur, en tant que professionnel de la santé, économiste, policier, il faut que nous posons le débat et que nous sachions ensemble quelles sont les choses qui ne vont pas et que nous portons les bonnes solutions. D'accord, merci Dr Toumagnon, Dr Sissoko. Effet ou impact, peut-on dire, à la lumière de tout ce qui s'est passé, qui se passe encore, que alors plus rien ne sera comme avant dans notre pays avec cette crise-là? En tout cas, il y a, ce qui est clair, c'est qu'il y a un début de solution et il y a un déclic. Et si cette crise nous a permis de connaître quelque chose, c'est d'abord la nature du Malien. C'est que le Malien aujourd'hui se retrouve face à lui-même, face à ce qu'il a fait pendant ces 5, 10, 15 dernières années. Et ce sont les conséquences justement de ces actes de ces dernières années qu'il est en train de gérer. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de crise, on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. Elle est la conséquence justement de notre modèle de gouvernance. Elle est la conséquence de notre façon de choisir nos responsables. Elle est la façon surtout que ces responsables ont eu à gérer notre pays pendant ces dernières années. Donc aujourd'hui, en parlant de crise et de ses impacts, il faut mettre en face de nous ces hommes dans ce système-là que nous-mêmes avons choisi pour gouverner notre pays. Et lorsqu'on voit cela, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit autour de ce plateau, mais c'est à tous les niveaux. Ce sont les conséquences justement que nous sommes en train de vivre au quotidien. Sur le plan politique, quelqu'un l'a rappelé. Aujourd'hui, il y a une crise de confiance entre le citoyen et le politique, malheureusement. Pourquoi? Parce que la destinée du pays qui a été confiée à ces hommes politiques-là a été échangée ou a été vendue au profit de l'intérêt personnel, au profit de l'intérêt d'un clan, au profit de l'intérêt d'une minorité. Et ces hommes politiques se sont justement accaparés le pouvoir et l'ont transformé en un club d'amis, en un club de copains qui vivent avec qui se sont accrochés aux mamelles de l'État et qui vivent de cela. Donc aujourd'hui, ce sont les conséquences de cela que nous sommes en train de vivre. Sur le plan sécuritaire, on en a parlé. Sur le plan humanitaire, aujourd'hui, nous sommes à des milliers et des milliers de déplacés de notre pays, des réfugiés qui sont dans les pays voisins. Donc, ce qui fait que nous n'avons même pas un pays en réalité. Donc, en parlant d'impact, je suis d'accord avec le docteur qu'en parlant d'impact, ça suppose qu'il y a une transformation de fond qui est en train de s'opérer. Et pour l'instant, nous ne sommes qu'à une prise de conscience. Et cette prise de conscience, c'est au niveau de la masse. Et même pas au niveau de l'élite, même pas au niveau des hommes politiques. Parce que lorsque nous regardons justement notre système politique, notre système économique, on se rend simplement compte que pour transformer notre société, pour transformer notre pays, il faut des réformes en profondeur. Et ces réformes en profondeur doivent toucher tous les secteurs. D'abord, sur le plan économique, les questions liées à la gestion des finances publiques, à la rationalisation des biens de l'État, à la bonne utilisation des biens de l'État, à une meilleure gouvernance, à une meilleure assistance de l'État aux personnes vulnérables, aux personnes en situation de difficulté, une assistance de l'État aux entreprises, une création de richesses qui permettra d'avoir de l'emploi pour les jeunes, etc., etc. Donc ces réformes-là aujourd'hui constituent l'enjeu fondamental de notre pays. Donc si impact il doit y avoir, cet impact-là doit commencer par cette prise de conscience qui doit nous amener vers la conduite de ces réformes-là. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, en voyant les solutions qui sont évoquées de gauche à droite, je n'ai pas effectivement l'impression que nous ayons compris que notre pays est en danger, que notre système politique a échoué et que nous-mêmes, en tant que citoyens, nous avons échoué, que nos hommes politiques ont échoué et qu'il est temps aujourd'hui qu'on se remette en cause. Que cette remise en cause doit commencer au niveau individuel. Et que si nous voulons le sursaut national qui est demandé aujourd'hui par tous les Maliens, qu'il faut l'union autour du pays. Parce que quand j'entends encore parler d'opposition, de majorité, je me dis que les Maliens n'ont pas encore compris. Comment dans un pays où les 2/3 nous échappent, comment dans un pays où le gouvernement peine à trouver des solutions aux problèmes des Maliens, comment dans un pays où les citoyens n'ont pas les 3 repas quotidiens, dans un pays où les gens ne peuvent
pas bénéficié de l'assistance de l'État dans 2/3 de leur territoire, on ose encore nous parler d'intégrité territoriale, on ose encore nous parler de partis de l'opposition, de partis de la majorité, c'est que réellement, il y a un défi à relever. Et ce défi-là, c'est le défi de la reconnaissance que notre classe politique, nos citoyens tout court, ont besoin de se remettre en cause et de se relever. D'accord, merci Dr Sissoko, Dr Konaté. Alors cette crise nous aura permis de faire une prise de conscience au dire de Dr Sissoko. On a fait une prise de conscience que tout est échec d'une certaine manière. Mais quels sont les acquis selon vous que nous pouvons nous dire que nous avons eu avec ce mois de crise? Est-ce qu'il y a des acquis? Je ne pense pas qu'on soit encore à la prise de conscience collective dont mon frère Etienne parle. Je pense que votre question initiale, c'était de savoir quel est l'impact immédiat de cette crise sociopolitique. Bon, qu'on appelle ça effet, tant mieux. Mais ce qu'on voulait savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on peut exactement, voilà, c'est ça. Sinon l'impact final doit être exactement ce qu'il vient de dire, c'est qu'on puisse prendre conscience qu'il faut une vraie refondation systémique de gouvernance dans notre pays. Mais pour l'instant, peut-on parler d'acquis? Acquis, c'est difficile à dire. Peut-être un acquis, c'est un début de dialogue ou une tentative de dialogue. Ça vaut ce que ça vaut. D'accord? Le président s'est exprimé. Il a fait une offre que nous avons trouvée extrêmement pauvre, donc qui est vraiment en deçà du cri que nous avons lancé le 5 juin. Donc nous attendons encore que le président de la République revoie sa copie. Mais est-ce que nous pouvons avoir une idée de cette offre qui vient du président de la République? Oui, c'est ce que mon collègue de la droite a rappelé tantôt, en disant que le président a proposé la formation d'un gouvernement d'union nationale, et ensuite il a pris la décision de faire appliquer le fameux article 39, mais c'est incroyable. Ça veut dire que pendant tous ces mois, le président a tout simplement manqué de bonne foi pour honorer cet engagement de l'État. C'était une loi. Et ça m'étonne que les partisans du régime continuent encore à vouloir nous donner des leçons de respect du droit ou de leçons de respect de la Constitution, quand la première institution elle-même montre fait montre d'un tel comportement. Et ça me donne l'occasion de faire une petite transition pour commenter un peu ce que mon collègue disait tantôt. Il a insinué que nous ne sommes pas le peuple. Écoutez, je ne connais pas un pays dans le monde où le peuple est représenté par lui-même dans son entièreté. Je n'en connais pas. Je ne l'ai pas connu dans l'histoire, je n'en connais pas. Le peuple est toujours représenté par une partie du peuple. Toute la question, c'est de savoir si cette partie est représentative ou pas du peuple. La Constitution qui a été votée en 92, elle n'a pas été votée par chaque Malien ou chaque citoyen malien qui avait été en âge de voter. C'était voté par une partie du peuple. Quand la Cour constitutionnelle s'exprime dans ses arrêts, elle le fait au nom du peuple. Et pourtant, c'est quelques-uns. Ils sont que 9. C'est toujours une partie. Donc nous pensons que nous sommes représentatifs du peuple malien. En vertu de quoi? En vertu de la diversité qui est la nôtre. Nous sommes un mouvement d'ensemble qui brasse au-delà des ethnies, qui brasse au-delà des religions, qui brasse même au-delà des appartenances politiques. Je suis désolé, cher Etienne, nous sommes dans un système politique dit démocratique, on est obligé de parler des partis de l'opposition de la majorité. Je vois bien l'idéal que tu recherches, d'accord, dans le fond. On peut dire que dans le monde difficile, on devrait faire abstraction de nos différents politiques pour créer une synergie d'action en vue de relever les défis. Si c'est ça l'idéal, oui, je suis d'accord, je partage ça, mais c'est aussi inévitable que parfois, même dans ces discussions, même dans la création de cette synergie d'action, que les uns et les autres se situent par rapport à leur appartenance aux idéologies politiques auxquelles ils appartiennent. Donc je ne pense pas que cela soit un problème en soi. Toute la question, c'est est-ce qu'ils sont capables, ces hommes politiques, de se hisser au-delà de cette étiquette-là
de l'opposition, de la majorité, ou des socialistes, ou des libéraux, pour faire face ensemble aux défis qui pèsent sur la nation. Ça, c'est une vraie question de fond. Et ça nous amène aussi à des interrogations sociologiques. C'est la mentalité du Malien. Est-ce que nous, dans notre culture, est-ce que dans notre éducation, on a été élevés pour agir comme cela? C'est une vraie question que les sociologues doivent explorer. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient tout de suite patriote, qu'on devient tout de suite altruiste, qu'on devient tout de suite développé dans l'esprit, ouvert d'esprit. C'est vraiment une somme d'expériences qui fait qu'à un moment donné, on s'est dit, tant que les lois qui régissent la vie en société me permettent de poursuivre mon but dans mon espace privé, tant mieux. Mais à chaque fois qu'il y a des besoins que je quitte mon espace privé pour entrer en corrélation avec d'autres citoyens sur l'espace public, je dois accepter que l'intérêt collectif doit privilégier sur mon intérêt personnel. Ça, c'est une façon de voir le monde. Et nous, malheureusement, c'est vrai, on a du chemin à faire. On a vraiment du chemin à faire à ce niveau-là. Oui. Je vais terminer par un dernier élément. Bon, 2 éléments, si le temps me permet. Rapidement. Toujours sur le peuple. Le problème vient du fait qu'on a eu ici sur le plateau un juriste très proche de la majorité qui a laissé entendre que notre mouvement violerait l'esprit de l'article 26 de la Constitution, qui parle de l'interdiction pour une fraction du peuple de pouvoir exercer la souveraineté. Mais nous n'avons jamais dit que nous exercions la souveraineté. Moi, je veux que ce soit clair. Nous n'avons jamais dit dans aucune déclaration officielle que nous sommes le peuple qui a la responsabilité ou qui s'octroie la responsabilité d'exercer la souveraineté nationale. Nous n'avons jamais dit ça. Si c'était le cas, on n'aurait pas besoin de demander 2 fois au président de démissionner. On lui dit, va-t'en. Ça, c'est un souverain. On dit va-t'en. Et l'expression peuple souverain, qu'est-ce que vous en faites? Parce que souvent on attend ça dans vos manifestations. Oui, pas dans nos déclarations officielles. J'ai entendu des collègues dire ça. Okay. Mais je mets ça dans un panier de discours, si vous voulez, de mobilisation. Non, ça c'est trop dire. C'est trop dire. Non, de mobilisation. Vous savez, souveraineté, ça a aussi une connotation politique. Alors, donc, dans la connotation politique de souveraineté, oui, on peut le laisser dire ça. Mais juridiquement, bien sûr, c'est quelque chose qui est totalement déplacé. Parce que ce qui est important, c'est pas souvent ce qu'on dit, hein, c'est ce qu'on fait. Il faut toujours rapporter ce qu'on dit par rapport à ce qu'on fait. Donc même s'il dit ça, vous verrez que dans le comportement, ils se sont comportés juste en peuple qui demande quelque chose à quelqu'un qui incarne la souveraineté pour qu'il obéisse. Je terminerai avec ça. Les religieux ne sont des intellectuels pour moi, parce que dans les propos de mon collègue sociologue, peut-être j'ai mal compris, c'est entendre que les intellectuels on peut abandonner le terrain au profit des religieux, mais les religieux sont des intellectuels. Il y a des intellectuels parmi les religieux. Vous savez, la connaissance, c'est pas que peut-être que j'ai mal compris. Vous m'expliquez, voilà. La connaissance, c'est pas que dans le français, c'est en arabe, etc. Il nous reste plus que 20 minutes, cher ami. Donc, nous allons essayer d'aller un peu vite. Docteur Soumaré, vous avez évoqué la problématique du peuple, le parti du peuple, le peuple entier. Mais parlons d'unité nationale. Alors, nous avons pensé même que demain allait avoir une contre-manifestation, mais on a appris que ça a été annulé au dernier moment. Mais quand on regarde tout ça, ne peut-on pas se poser la question de savoir si cette crise-là fragilise notre unité nationale ou si nous devons considérer qu'elle consolide plutôt l'unité nationale? De toute la façon, vous, qu'en pensez-vous? Je pense que le peuple a eu l'occasion lors du dialogue national inclusif de s'exprimer et de dégager des idées de force et qui pouvaient, en tout cas, je pense, peuvent être des pistes sérieuses de solutions. En démocratie, nous sommes en démocratie. Donc, il est clair que
ce n'est pas le fait d'avoir fait sortir 500 personnes ou de faire sortir 1 million de personnes que, bon, voilà, on dit c'est nous le peuple ou c'est pas l'autre le peuple. En démocratie, les règles sont connues. On organise des élections. Ceux qui craignent les élections, on leur confie les destinées du pays. Évidemment, j'ai entendu cette expression qu'il y a toujours eu une oligarchie qui s'est accaparée des biens publics. Évidemment, dès lors que le peuple délègue ses pouvoirs à un dope, ça devient restreint au fur et à mesure. Et j'ai été un des premiers à déplorer l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Un des premiers, sur ma page. D'ailleurs, il y a un journal L'Humanité qui a pris le post sur ma page, a mis en une sur son journal. Maintenant, il y a une question de justice. Mais est-ce pour autant on doit tout renverser? En sachant très bien qu'en voulant tout renverser, on va mettre encore le pays dans d'énormes difficultés. Je ne pense pas que le président ait proposé que l'article 39 et un gouvernement d'union nationale. Et nous, on a, en tant que majorité présidentielle, nous nous sommes déplacés pour aller au siège du M5 RFP. On a proposé qu'on puisse se trouver autour d'une table pour discuter, mais dans le respect de la République. Ça s'est passé le mardi. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Hier, nous nous sommes réunis jusqu'à 21h. En tout cas, hier, en quittant la réunion, on n'avait pas de réponse pour, au minimum s'asseoir autour d'une table pour discuter. Donc moi, je me dis aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui souffre énormément. Donc, mais j'ai l'impression que, par exemple, un malade qui agonise, qui a besoin d'oxygène, ou un malade déshydraté de 90 kg, vous voulez le réhydrater avec 10 cc de sérum salé, je pense que le médecin passe à côté. Ce matin, j'avais un de mes médecins qui, quand il est arrivé, me dit, vous les politiques, vous nous emmerdez. Que vous soyez de l'opposition comme de la majorité. Aujourd'hui, nous sommes inquiets, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Il y a un moment donné, quel investisseur est fou aujourd'hui pour venir au Mali? Quel investisseur? Donc, il est important aujourd'hui qu'on abrège la période de crise, qu'on fasse l'union sacrée autour des institutions. Et la question de l'Assemblée nationale va être sur la table. La question du gouvernement de l'union nationale est sur la table. L'article 39, écoutez, la Cour constitutionnelle, quand même, c'est pratiquement vidé de son contenu. Donc, il est évident que quand même, il y a matière à discuter. Mais dès lors qu'on prend 5 jours pour même s'asseoir autour de la table, ça veut dire que nous sommes au Koweït, le pétrole est là, donc même si on ne travaille pas, on vit, mais le Mali ne peut pas se permettre cela. Donc, il urge qu'on s'assied autour de la table, qu'on discute, il urge que le Mali soit doté d'un gouvernement pour pouvoir continuer le travail. D'accord, merci docteur Soumaré, docteur Toumagnon. Et vous, que pensez-vous du sort réservé à l'unité nationale dans tout ça? L'unité nationale, cela veut dire que les partis sont d'accord et que les partis veulent cheminer ensemble. Vous savez, dans les années 90, notamment en 91, il y a un journaliste célèbre, Bernard Doza, qui a écrit un livre « Liberté confisquée ». J'ai envie de parachever, de dire droit confisqué. Droit confisqué, droit au logement, droit à la santé, droit à l'éducation, et droit à la sécurité, droit d'être malien comme tout le monde, droit de circuler comme tout le monde. Ce n'est pas lié à un individu, contrairement à ce qu'on croit. On ne peut pas dire que c'est aujourd'hui, maintenant, ça a duré il y a plus de 20 ans. Et en aucun moment, les différents acteurs se sont dit, bon, écoutez, notre pays a un problème, nous allons nous mettre ensemble pour résoudre ces problèmes-là. En fonction des manifestations de tels partis, de tels groupements, de telles corporations, la réponse, c'est une réponse d'urgence. En fait, pendant 20 ans, notre pays a fonctionné sur l'urgence. L'urgence au niveau des enseignants, l'urgence au niveau des magistrats, l'urgence au niveau des médecins. Finalement, il n'y a pas eu de perspective de développement. Il n'y en a pas eu. Donc, en réalité, nous avons laissé, c'est pour ça que quand je parle de religieux, je pense que heureusement que les religieux sont là, parce qu'au moins, ils forment le ciment de la société. Et quand on regarde la scène politique, la scène sociale,
on sait que les religieux, très souvent, ont alerté, ont parlé au président, ils ont dit que ça ne va pas. Donc il y a énormément d'érudits dans le milieu religieux. D'accord? Je dis heureusement que ça fédère. Par contre, les partis, ce n'est pas le cas. D'accord? Donc, on n'a pas eu à penser le développement. Tel parti, tel groupement, etc. Quand on change le gouvernement, c'est comme cela. Donc, je pense qu'on n'a pas eu à apporter une réponse globale à notre problème. C'est ce qui fait que le problème perdure. Donc, je dis que cette crise nous donne une opportunité. Ça donne une opportunité formidable au président de la République. De dire, j'ai compris les Maliens. Nous allons changer, nous allons entamer le changement. Et qu'est-ce qui prime? C'est l'intérêt national, c'est l'intérêt de notre nation. Qu'est-ce qui fait que un jeune au nord du Mali, moi j'ai fait 7 ans au nord du Mali, je connais très bien mon pays et j'aime mon pays, 7 ans au nord du Mali. Est-ce qu'un jeune Malien qui décide de suivre des groupements armés, est-ce que réellement il n'aime pas son pays ou il n'a pas les conditions sociologiques, économiques de vivre dans son milieu? Donc, s'il a besoin de survivre, je n'ai pas dit que c'est bon, c'est pas ça ma question. Un individu a tendance à chercher les voies et moyens pour exister. Donc, en répondant à ces conditions difficiles, quand nous prenons le centre, c'est les mêmes problèmes. Les problèmes climatiques, les problèmes sociaux, n'est-ce pas, qui vont générer, qui vont provoquer des crises. Et nous pensons qu'à Bamako, dans nos 4 murs, nous sommes protégés. Et nous pensons que non, on n'est pas protégés. Notre pays est malade. Il faut une réponse globale. Il faut une réponse pensée. Il faut une pensée complexe. Et dans notre pays, je dis, on ne génère pas de pensée complexe. C'est des pensées partisanes, c'est la quête de positionnement social. Et dans ce cadre-là, je pense que cette façon de suivre les leaders religieux, ça va continuer. Ça va vraiment continuer. D'accord, merci Dr Toumano, Dr Sissoko. Est-ce que les urgences, c'est vrai qu'on apporte des réponses d'urgence, mais est-ce que les urgences maliennes sont vraiment prises en compte tout au long de cette crise-là? Je suis heureux déjà que je ne suis pas la première personne à parler du dialogue national inclusif, sinon les internautes m'auraient taxé de défenseur du dialogue. Mais absolument, parce que je crois que tous les problèmes qui sont dénoncés aujourd'hui, problèmes de gouvernance, problèmes d'insécurité, problèmes liés à l'accord pour la paix et la réconciliation, les problèmes politiques, les problèmes institutionnels ont été évoqués dans ce dialogue-là. Et je pense que les résolutions et recommandations qui en ont été issues sont aujourd'hui à mesure d'être une bonne base de discussion pour nous. Et je dirais simplement que réponse globale, certes, mais réponse surtout collective. Parce que je continue à dire que lorsque je vois le clivage qui est évoqué par Dr Konaté et Soumaré, je dis encore qu'une fois de plus qu'ils n'ont pas compris que dans ce clivage-là, ce clivage d'abord c'est de leur faute en tant que politique, parce que on peut dire oui, il y a l'opposition, il y a la majorité, mais prenez les dernières élections législatives. Ce n'est pas ces mêmes partis politiques dites de l'opposition et de la majorité qui sont partis sur les mêmes listes aux grandes dames des populations. Je ne suis pas de cette opposition. Non, je ne parle pas de vous directement, mais quand je parle de l'opposition et de la majorité, je parle de ces faits-là. Donc qu'on ne vienne pas 2 mois plus tard nous dire qu'il y a une opposition, il y a une majorité, après avoir concouru dans une élection sur les mêmes listes. Et élection au cours de laquelle il y a eu justement ces problèmes-là. Donc, d'où la légitimité aujourd'hui d'une partie des religieux de s'octroyer le droit de sortir au nom des populations pour dire stop à tout cela. Mais je dis encore une fois de plus que ce n'est pas le rôle de ces religieux, en tout cas pas uniquement. Même s'ils sont aujourd'hui, ils ont pu avoir cette caution morale de porter cette lutte-là, ce sont ces hommes politiques qui se cachent aujourd'hui derrière ces leaders religieux qui n'ont pas joué leur rôle. Et pourtant, qui ont fait la lutte de 91 que nous n'avons pas connue, qui étaient là en 2012, qui ont géré le pays pendant tout ce temps-là. Et donc, on nous fait croire comme si les problèmes auxquels nous sommes en train de faire face sont des problèmes qui datent depuis les élections législatives. C'est faux. Déjà depuis, si on prend juste les 10 dernières années, les 7 dernières années, les 5 dernières années du mandat de Ibeka, qu'est-ce que nous n'avons pas dit sur l'état du pays, sur la situation de déliquescence de notre pays?
Qu'est-ce que nous n'avons pas dit pour appeler à l'alternance, pour appeler à l'union des Maliens? L'année dernière encore, à la même période, nous avons appelé les Maliens dans le même cadre d'un gouvernement d'union nationale. Donc, aujourd'hui, qu'on ne nous fasse pas croire comme si les problèmes auxquels nous sommes en train de faire face sont des problèmes nouveaux. Sur les solutions, je pense que le président de la République a manqué de courage dans ses sorties. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas sortir et donner des directives ou faire des annonces qui ne tiennent pas compte des problèmes essentiels qui ont été le déclencheur. C'est le problème de l'Assemblée nationale, qui doit être dissoute. Il n'y a pas à négocier sur ça. Il aurait dû, si une seule annonce il y avait à faire, c'était cette cour à dissoudre. Si une annonce il y avait à faire, c'était de brandir les lettres de démission des membres de la Cour constitutionnelle pour dire que la Cour constitutionnelle a été vidée de son contenu. Mais cela n'a pas été fait. Et cela n'a pas été fait, on parle de gouvernement d'union nationale. En parlant de gouvernement d'union nationale uniquement, on contribue à entretenir ce sentiment chez la population que tout est finalement une question de partage de pouvoir, partage de gâteau, partage de telle chose. Rentrer simplement dans la gestion des pouvoirs publics. Donc voilà en réalité le véritable problème. Il n'y a pas de solution. Nous avons beau marcher, nous avons beau crier, nous avons beau brandir notre souffrance, à la fin, il faudra revenir autour d'une table. Il faudra discuter. Et je suis désolé de constater que malgré l'annonce du gouvernement d'appeler au dialogue... Ce sera votre dernier mot en même temps. Si vous le souhaitez... Il ne me reste plus que 7 minutes. Oui, je vais donc conclure en disant que je regrette simplement que le M5 RFP n'ait pas eu cette amabilité, n'ait pas eu cette, je vais dire, décence d'esprit de tout simplement regarder la souffrance des populations qu'ils ont eux-mêmes décrit si brillamment et avoir l'honnêteté de répondre aux sollicitations d'abord du gouvernement dans le cadre des dialogues, de répondre au président de la République dans le cadre du dialogue, de répondre à la CEDEAO dans le cadre du dialogue. On ne peut pas refuser toutes ces opportunités de dialogue-là et espérer sortir le pays de ce problème. Parce que, encore une fois de plus, c'est une partie du peuple, qu'il ait la légitimité ou pas, qui est dans cette lutte. Et cette partie-là, à elle seule, ne pourra pas nous sortir de ce problème. Il faudra l'union sacrée de tous les Maliens, de tous les fils du pays, intellectuels ou non, religieux ou non, pour ensuite venir sur la table, débattre des vraies questions et sortir quelque chose de potable pour notre pays. Merci, docteur Sissoko. Monsieur, je vous comprends, hein, je sais que vous avez beaucoup à dire, mais bon, on est tenu aussi par un impératif de temps. Je vous donne à chacun 2 minutes. Alors, sur une question, monsieur Konaté et docteur Konaté, qu'est-ce que nous avons à demander vraiment aux deux parties pour le bien des Maliens qui souffrent, et nous le disons tous? Oui, avant de répondre directement à ça, comme 2 minutes quand même. Comme j'ai 2 minutes, non, je voudrais juste dire que depuis bientôt 15 ans, les Maliens se sont réunis à plusieurs reprises, organisés plusieurs fois, pour discuter ensemble. Opposition, majorité, société civile, etc. Donc le dernier forum en date, c'est le dernier dont Étienne parle. J'y étais en tant qu'expert chargé de la question de la thématique gouvernance. Donc j'étais au cœur. C'est dialogue national inclusif. J'ai participé à l'élaboration de toutes les résolutions, etc. J'ai vu des choses qui sont passées. Malgré ça, malgré toutes ces insuffisances, ce qui en était sorti était encourageant. Mais qu'est-ce qui finalement est advenu de ces résultats du dialogue national inclusif? Presque rien. C'est à cela qu'on nous a habitués dans ces pays. C'est à cela que ces institutions qu'ils défendent nous ont habitués dans ces pays. Les institutions, c'est les hommes qui les animent. Donc, en définitive, donc, que demanderiez-vous vraiment aux deux parties? Non, il y a une crise de confiance. C'est évident. On ne leur fait pas confiance. Les populations ne font pas confiance au gouvernement. Et au sein de notre mouvement, nous n'avons pas refusé le dialogue. Nous avons reçu beaucoup de délégations de la CEDEAO, toutes les délégations, toutes les organisations que Étienne vient de citer. Nous les avons reçues. Au siège de notre mouvement, nous n'avons jamais refusé le dialogue. Même le président, en principe, on a dit qu'on est prêt pour le dialogue. Mais nous avons fait une proposition. Notre proposition, c'est démissionne. Parce que vous avez montré votre incapacité
à gouverner ces pays. Ils ont, mes des collègues, on dit, non, je vais terminer par, j'ai 2 minutes, c'est pas fini, 2 minutes, je vais terminer. Vous avez fini Non, je vais terminer. Ce que je propose, 30 secondes maintenant. Ce que je propose, oui, ce que je propose, c'est que le président de la République prenne son courage à deux mains, sorte d'ici demain, le plus tôt sera le mieux, pour faire une offre courageuse à l'endroit du peuple malien. Merci. Qui intègre et la dissolution de l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup. Docteur Soumaré, 2 minutes. Moi, je commencerai par dire que le président de la République ne doit pas démissionner. Parce que si le président de la République démissionne aujourd'hui, ça veut dire que la thérapeutique va être pire que le mal. D'accord. C'est extrêmement important. Qu'est-ce que vous avez à demander aux deux partis? Ce que moi je demande aux deux partis, nous on est partis au siège des M5 RFP, jeudi, mardi après-midi, et on est aujourd'hui vendredi après-midi. Je n'ai pas connaissance, je n'ai pas reçu un SMS de mon regroupement, de la majorité, qu'ils ont même accepté d'abord qu'on s'assied autour d'une table. Donc moi je propose qu'ils acceptent d'abord de venir autour de la table, comme je l'ai dit dans mes propos introductifs, que même après les 2 guerres mondiales, les vaincus et les vainqueurs sont assis autour d'une table. Et le pays a besoin aujourd'hui que... Et nous avons déjà les mandats du président de venir discuter avec eux. Donc il est extrêmement important aujourd'hui qu'on s'assied autour de la table rapidement, accepter des propositions et puis sortir de là. Et quand même, mon frère Sissoko l'a dit, la CEDEAO a fait une proposition, c'est sur la table. Vous ne pouvez pas venir dire oui, nous sommes venus, vous êtes beaux, c'est très bien circulé. Et à ce moment, qu'est-ce que vous faites de toutes les propositions qui ont été faites? Voilà, c'est ça le fond de la question. D'accord. Merci, docteur Soumaré. Docteur Toumagnon, 2 minutes. Très bien. C'est que vous avez à demander aux deux partis. Et ça va trop vite. Ce que j'ai à demander aux deux partis, je vous l'assure, je n'ai pas à demander aux deux parties. Je suis un sociologue, ce n'est pas mon rôle en fait, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'observer ce qui se passe, d'expliquer la mécanique sociale, qu'est-ce qui fait que tel événement se produit, etc. Donc, je n'ai pas de recommandation dans ce sens. Mais je suis sûr d'une chose, c'est une loi. Chaque peuple, chaque nation a les ressources, n'est-ce pas, a la résilience possible de se relever, de lever la tête, de redessiner son destin. Je pense que notre pays a ces capacités-là. Et je pense que la jeunesse, au-delà des individus, au-delà des personnes, la jeunesse doit avoir une idéologie, la construction de notre État-nation. Je vous remercie. Merci, docteur Sissoko. Mesdames, Messieurs, c'était votre émission Théma de ce vendredi portant sur le thème crise sociopolitique au Mali, quel impact sur la vie des Maliens avec docteur Bakary Toumagnon. Il est sociologue de la santé, spécialiste en santé publique internationale, promoteur de l'IHSP, École des hautes études en santé publique. Docteur Mamadou Konaté, juriste, représentant de la plateforme Reconstruire Barani Irua, membre de M5, Dr Etienne Fakaba Sissoko, économiste au CRAPES, Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale, et Dr Modibo Soumaré, président du parti URP, Union des Patriotes pour la République. Pour ma part, ce fut un agréable plaisir de vous présenter ce numéro Théma. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Au revoir. Thank you.